Voici mon témoignage. Chaque nuit, dès que je ferme les yeux, dès que je m'endors, je me transporte au XXe siècle, dans un lieu, en Belgique, en France ou au Luxembourg, où l'on se bat encore. Je suis un simple témoin de ces événements, et chaque nuit, une nouvelle histoire se déroule sous mes yeux. Ces voyages dans le temps, avec ces hommes et ces femmes au cœur des conflits, m'ont appris beaucoup sur leurs épreuves et leur courage. Ma voix vous guidera tout au long de ce podcast vers les images et les messages reçus au cours de ces nuits étranges et mouvementées. Autour de moi, l'air est moite. L'odeur est infecte. J'étouffe, littéralement. Mes yeux s'ouvrent. Je peine à y voir clair dans l'obscurité environnante. Je me trouve dans une cave, voûtée, au mur de pierre. Elle est faiblement éclairée par des lampes à huile. 2 rangées de lits superposés se font face. Je comprends mieux l'odeur. Des hommes par centaines sont entassés, 2 par couche. Ils sont sales. Des brancardiers et infirmiers assurent le ravitaillement en eau. Chaque gourde est remplie d'un quart de litre. Personne n'aura le droit à une goutte de plus pour la journée. Je suis à côté d'un petit militaire, l'aspirant Léon Buffet. Il a 20 ans. Son accent chantant méridional tranche avec la froideur du lieu. Il râle devant sa gourde tout juste remplie et pourtant vide. Il a soif. Buffet n'aurait jamais dû être là. Il a rejoint le fort de Vaux à la suite du retrait précipité de sa compagnie. Le fort est passé d'une garnison de 280 hommes à plus de 600 soldats. Surtout, il a été assiégé par les Allemands. Depuis, les soldats défendent cette forteresse de béton. Terrée à l'intérieur, sans lumière naturelle et bientôt sans eau. Je viens à peine d'arriver, mais je voudrais déjà quitter cet endroit. Je manque d'air. Je quitte la chambrée et m'engouffre derrière un officier qui rejoint le poste de commandement. Je respire à peine mieux. Le commandant, Sylvain Rénal, est au bout de la pièce. C'est un petit homme d'une 50aine d'années. Ses cheveux sont légèrement dégarnis, ce qui contraste avec sa moustache bien fournie. Il arpente la salle de long en large, en boitant. Il a déjà été blessé 3 fois depuis le début de la guerre. Le commandement est en poste dans le fort de Vaux depuis 10 jours. Il a réuni en ce 4 juin 1916 ses lieutenants. Le fort est à l'agonie. 40 000 Allemands l'entourent depuis 3 jours. Surtout, la citerne est presque à sec. Le rationnement ne suffit plus. Il faut évacuer le surplus de soldats au plus vite, dès ce soir. Les officiers se rapprochent d'une table sur laquelle une carte de cet immense bloc de béton de près de 200 mètres de long et 100 de large est posée. Les Allemands ont pris position dans les fossés du fort et sur les dessus. Un plan est discuté. Un sergent frappe à la porte. L'un des lieutenants est appelé de toute urgence dans une galerie. Les Allemands approchent. Le lieutenant part aussitôt. Je décide de courir à ses côtés. Dans le dédale de galeries du fort, 2 d'entre elles sont reliées à l'extérieur, au nord-ouest et au nord-est. Il faut les protéger ou le fort tombera. Nous prenons la galerie nord-ouest. J'entends des grenades qui explosent. Un petit groupe de soldats nous attend. La galerie est étroite. Une mitrailleuse est à nos côtés. Une dizaine de mètres plus loin, la galerie est bouchée par une immense barricade, faite de sacs de terre et de débris en tout genre. Les soldats nous attendaient. Cela fait quelques minutes que les Allemands ont envoyé des explosifs pour détruire la barricade. J'ai peur. Ce qui m'attend me terrifie. Une explosion retentit, plus violente que les autres. Une partie de la barricade a cédé.
Notre mitrailleuse est prête à contenir l'ennemi. Des Allemands s'avancent. Ils restent derrière la barricade. Nous ne les voyons pas, mais ils semblent l'asperger de liquide. Il n'y a presque pas un bruit. Chacun sait pourtant que la tempête se prépare, plus puissante que jamais. Soudain, des gaz suffocants sont envoyés. Dans le même temps, la barricade s'enflamme. Une épaisse fumée noire et âcre se répand immédiatement dans la galerie. Je ne peux plus respirer. Je veux courir, mais mes jambes ne répondent plus. Je m'accroupis pour chercher l'air. Autour de moi, des soldats ont fui pour ne pas mourir asphyxiés. Je regarde les flammes, la barricade s'écroule. Au travers, dans le rouge du feu et le noir des fumées, des hommes escaladent les débris et s'avancent. Leur masque à gaz leur donne des airs d'envahisseurs d'un autre monde. Bientôt, ils auront franchi l'obstacle. Ils sont à 10 mètres. Bientôt, le fort tombera. Accroupi à mes côtés, le lieutenant cherche une dernière respiration. Il s'élance vers la mitrailleuse. 5 mètres. Le lieutenant ouvre un déluge de feu. Les assaillants n'iront pas plus loin. Au moins provisoirement. Des soldats rejoignent le lieutenant et maintiennent les Allemands à distance pendant que d'autres reforment une barricade quelques mètres derrière. Le lieutenant s'éloigne, je suis blême et en sueur, il me faut de l'eau mais il n'y en a plus. Dans le reste du fort, l'air est à la limite du respirable. Il fait chaud et humide et une épaisse fumée demeure. L'unique ventilateur encore fonctionnel fait toutefois son effet. Aucun homme n'a été intoxiqué. Le couperet est passé près. Je retrouve Buffet, il est 1h30 du matin, il est prêt. Les soldats vont tenter de franchir le fossé sud du fort par petits groupes en direction des lignes françaises. Buffet s'élance, d'autres groupes suivent, je reste dans le fort. Rapidement, les rafales d'artillerie retentissent dans la nuit. Les groupes sont repérés. Certains sont parvenus à passer, d'autres resteront dans le fossé. La majorité est contrainte de revenir. Je ne sais pas où est Buffet. Je suis saisie par la nuit. Je suis de retour dans le bureau du commandant Raynal, pour la 3e fois. Après l'échec de l'évacuation de la veille, le commandant vient de réessayer. C'était indispensable. L'eau est distribuée au compte-gouttes, et bientôt, il n'en restera plus du tout. Un homme vient au rapport. Une centaine d'hommes est parvenu à quitter le fort. Ce n'est pas assez, il le sait pertinemment. Il reste plus de 400 hommes à l'intérieur, épuisés, assoiffés. Les Allemands progressent pas à pas dans les galeries, dans un combat acharné. La situation est sans issue, il faut se rendre. La détresse se lit sur son visage. L'officier au rapport continue. Un des hommes partis la veille du fort est revenu avec un message. Il se tient derrière la porte. Raynal lui dit d'entrer. Surprise, je reconnais le jeune Léon Buffet. Il ne me voit pas, mais je suis heureuse de le savoir en vie. Le jeune homme s'est immédiatement porté volontaire pour retourner dans le fort et donner au commandant les instructions que le général Nivelle lui avait laissées. Ça ne m'étonne pas de son tempérament. Nivelle veut libérer les assiégés en organisant une contre-attaque. La garnison du fort doit soutenir cette offensive par les tirs qu'elle pourra produire vers l'extérieur. Le fort doit tenir. Un jour de plus. Je quitte Raynal et suis Buffet qui revient dans sa chambrée,
accueilli par les moqueries affectueuses de ses camarades qui ne s'attendaient pas à son retour dans cet enfer. Le spectacle que je vois sous mes yeux est terrible. 2 soldats tentent de lécher le mur pour y trouver de l'humidité. Un autre se cache pour uriner dans sa gourde et boire. Derrière la porte, j'entends les blessés des tentatives infructueuses d'évacuation. Ils crient de douleur et renforcent notre angoisse. Demain, il faudra pourtant livrer bataille, un jour de plus. Je m'endors avec eux. Je me réveille dans une galerie du fort accompagné d'un officier français. Il dégage les sacs de terre servant de barricade. Dans sa main, il porte une perche avec un drap blanc tout au bout. Un clairon l'accompagne et joue de la musique qui emplit les couloirs du fort. Nous débarquons enfin à la lumière du jour. Cela fait si longtemps que je n'avais pas vu le soleil. Les Allemands sont face à nous. Hier, l'assaut français prévu par le général Nivelle a été un échec, malgré les sacrifices consentis par les poilus à l'extérieur et à l'intérieur, faute de moyens suffisants. Tôt ce matin, le commandant Raynal a donc décidé la reddition du fort. Un sous-lieutenant allemand s'avance pour parlementer avec nous. L'officier français répète ce que Raynal lui a dit. Il veut que les Allemands rendent honneur à sa garnison. En échange, ils ne laisseront pas de charges explosives dans le fort. L'accord est conclu. Quelques heures plus tard, je marche aux côtés de l'aspirant Buffet. Il a la mine déconfite. Les 450 autres soldats sortent du fort pour être faits prisonniers. D'abord les valides, puis les blessés. Enfin, le commandant Raynal. Il boite, mais s'avance, le regard fier. Face à nous, une délégation de soldats allemands nous attend. Ils sont au garde à vous et nous rendent un dernier hommage. Le calvaire est terminé pour les survivants du fort de Vaux. Le fort passe sous le contrôle de l'armée allemande. Il le restera jusqu'à son abandon le 2 novembre 1916, quelques semaines avant la fin de la bataille de Verdun. Le commandant Raynal sera fait commandeur de la Légion d'honneur. Il continuera sa carrière dans l'armée française après la guerre où il sera fait colonel. L'aspirant Buffet deviendra professeur de mathématiques à Perpignan. Cette histoire vous a touché? Alors il est temps de vous rendre sur le territoire de Land of Memory pour vous imprégner de cette aventure sur les lieux mêmes de son déroulement. L'itinéraire La Bataille de Verdun est à découvrir sur le site web landofmemory.eu pour visiter notamment la citadelle souterraine de Verdun, le fort de Douaumont, le fort de Vaux, l'ossuaire de Douaumont, le mémorial de Verdun et le fleuri de Vendouaumont.